Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Anna. Bonjour Abigail. Comment tu te sens en ce début d'épisode de podcast un peu dans le rush? Ouais, mais je suis très contente d'être là. Oui. Ça fait longtemps qu'on veut faire ça. J'attendais cette date avec impatience et je suis contente d'être là. Oui, c'est vrai qu'on a mis un certain temps avant de se mettre là-dessus, mais pareil, moi j'étais hyper impatiente d'être là, donc trop bien. Mm-hmm. Pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Anna, j'ai 25 ans et j'ai été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline en mai 2023, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Ouais. Non, pas du tout, ça fait 2 ans. Oui. Je suis complètement... Un peu plus de 2 ans. Je suis nullissime pour me situer dans le temps. On est en août, du coup, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai été diagnostiquée, voilà. Et je suis, à l'heure actuelle, je suis artiste, comédienne, chanteuse, voilà. Ok, donc plein de trucs à papoter. C'est ça. Première question, Comment tu as été diagnostiquée ? Et est-ce que tu as senti un avant-après entre mai 2023, avant et après ? Ouais, carrément. Alors, comment j'ai été diagnostiquée ? En fait, j'étais à l'époque suivie par une psychiatre. Et ça faisait des années que j'étais plus ou moins suivie par intermittence par elle. J'avais vu aussi d'autres personnes, psychologues, psychiatres. Ça allait pas, ça faisait des années que ça allait pas, ça allait vraiment mal. Et puis bon, je sentais que ça avançait pas trop, quoi. Que je voyais la psychiatre, ça me faisait pas de mal. C'était de la psychothérapie, hein. C'était une psychiatre, mais c'était de la psychothérapie. Ça me faisait pas de mal, mais je sentais qu'on travaillait pas sur ce qui allait vraiment pas. Et j'insistais un peu pour creuser, pour lui faire comprendre que je sentais qu'il y avait un truc qu'on n'arrivait pas à toucher du doigt qui était présent. Elle a fini par me dire, écoutez, si vous voulez, on peut faire une demande de rendez-vous pour un rendez-vous de diagnostic en hôpital public pour le trouble bipolaire. Donc je dis ok, voilà. Et donc j'ai un premier rendez-vous en octobre 2022, quelque chose comme ça, entre octobre et décembre 2022, dans un premier hôpital à Paris, pour un rendez-vous de diagnostic de bipolarité. Donc en fait c'est un entretien, voilà, où par la demande de la psychiatre. Voilà, c'est un protocole où notre psychiatre qui nous suit doit adresser un courrier à l'hôpital pour demander ce rendez-vous de diagnostic. Donc j'arrive, puis au bout de, je crois que ça avait duré entre 30 et 45 minutes d'entretien, les médecins, il me semble que c'était un psychiatre et un infirmier ou quelque chose comme ça, me disent écoutez, on voit que vous souffrez, mais c'est pas de la bipolarité. Donc en gros, merci, au revoir. Et donc j'étais... Donc voilà, donc je suis un peu dévastée quand j'apprends ça parce que c'est pas que j'avais envie d'être bipolaire, mais j'avais envie quand même qu'on trouve ce que j'avais, en gros. Et du coup, j'ai pas lâché l'affaire et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'être suivie par cette psychiatre parce que je me suis dit, bon, je le sens plus, en gros. Et avec ma maman, on a continué parce qu'en fait, on peut faire une demande de second avis dans un autre hôpital. Et donc, par contre, c'est quand même le ou la psychiatre qui nous suit qui est censé faire la demande. J'ai demandé à la psychiatre de faire cette demande. Elle m'a dit « je ne vous suis plus, donc ce n'est pas à moi de faire la demande ». Donc on est tombé sur un médecin qui a été vraiment chouette parce qu'il nous a permis de faire un petit écart par rapport au protocole, à la bureaucratie, et à nous dire « écoutez, normalement c'est votre psychiatre qui doit faire la demande du second avis, mais on va faire une sorte d'exception. Enfin, vous nous avez demandé ça, on va vous accorder ce rendez-vous ». Donc ça, c'était dans un deuxième hôpital. Ça a été beaucoup d'échanges de mails, d'insistance. Ma mère a été là à ce moment-là pour m'aider dans les démarches et dans l'énergie que ça demandait. Et donc ce jour de mai 2023, à la suite, à l'issue de l'entretien, donc, qui était pour un second avis de diagnostic de trouble bipolaire, le médecin psychiatre me dit « bon, écoutez, de ce que vous m'avez dit, je pense qu'il s'agit d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile ». Voilà. Je ne savais pas ce que c'était, je n'ai pas osé demander.
j'ai eu l'impression de ne pas avoir été diagnostiquée, quoi. Alors qu'en fait, c'était un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Mais voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Petite parenthèse, au tout début, pour la bipolarité, comment toi, tu te sentais à ce moment-là ? Moi, je me sentais... tu veux dire le fait qu'il m'ait dit que potentiellement j'étais bipolaire ? Bah, en fait, moi, j'y connaissais pas grand-chose. Je ne connaissais absolument pas l'existence du trouble de la personnalité borderline. Donc, pour moi, de ma connaissance, c'était le trouble qui se rapprochait le plus de ce que j'avais, la bipolarité. Parce que les gens me disaient, mon père, voilà, il me disait, oui, t'es cyclotimique, t'es lunatique. Bon, bah, en fait, cyclotimie, lunatique, ça se rapproche dans ce que connaît le grand public des troubles psychiques, c'est-à-dire pas grand-chose, du trouble bipolaire. C'est-à-dire, tu changes d'humeur, t'as plus ou moins des phases, t'es souvent déprimé, mais après, parfois t'es un peu euphorique. Bon, voilà. Donc, en fait, ça me semblait pas, genre, évident, mais ça me semblait pas non plus à écarter. Et tu savais ce que c'était que la bipolarité ? Pas trop, moyen ? Pas bien. J'en avais une notion vague, comme en ont les gens. Je pense que c'était une vision assez stigmatisée de ce que c'était la bipolarité. Ok, mais ça t'a pas fait peur pour autant ? C'est une bonne question. Je sais pas si à l'époque ça m'avait fait un choc ou quoi. En fait, j'étais tellement en souffrance que franchement, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui était grave. Et en fait, du coup, non, j'étais pas dans un déni de « Ah non, mais je veux surtout pas être bipolaire ». J'étais presque dans l'inverse, de « Je veux être diagnostiquée quelque chose », quoi. Ouais, et tu veux... en tout cas, à cette époque-là, c'était « Mettez un nom sur ma souffrance ». C'est ça. C'est ça ? Exactement. Donc du coup, émotionnellement labile. Non, c'était pas ça ? C'est ça. La trouble de la personnalité émotionnellement labile, c'était vraiment le tout nouveau terme français du DSM de cette année-là. Ils avaient décidé de ne plus employer le trouble de la personnalité borderline et de privilégier le trouble de la personnalité émotionnellement labile. Donc ce psychiatre qui était très à jour sur le nouveau terme, on a honte de demander alors que c'est un truc qui nous concerne. Enfin voilà. Ouais. En tout cas, tu t'es pas senti suffisamment à l'aise pour poser des questions là-dessus, c'est ça ? Ouais. C'était de la honte, vraiment ? Je pense qu'il y avait un choc de « Attendez, comment ça je suis pas bipolaire ? En plus, vous me dites un truc, je comprends pas ce que c'est, mais j'ai même pas la présence d'esprit ou l'idée de vous demander, quoi. Je suis sortie du rendez-vous un peu sonnée, en fait. Ouais. Je me suis dit, mais voilà, j'ai dit à ma mère qui était dans la salle de tente, voilà, il m'a dit ça, on n'a pas trop compris. C'était pas... Je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise intention du tout de la part du psychiatre, qui d'ailleurs m'a recommandé des traitements, enfin du coup des traitements de psychothérapie, il m'a vraiment recommandé des prises en charge, il m'a expliqué ce que seraient les prises en charge, etc. Mais il m'a pas dit ce que c'était ce trouble-là. Ok. Voilà. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion de dérouler ça, mais absolument. C'est le jour et la nuit, c'est ma deuxième nouvelle vie qui commence, enfin c'est une des étapes de ma vie les plus importantes. Enfin, c'est pour moi, c'est à partir du diagnostic, il y a la sortie de l'enfer qui commence. Donc, clairement, ça a été... voilà. Avant de parler de la sortie de l'enfer, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'enfer ? Yes. Alors, dans le sens où t'as commencé par dire que tu te sentais vraiment mal. Qu'est-ce que c'était pour toi à ce moment-là, se sentir vraiment mal ? Moi, je date cette entrée dans le mal-être et dans l'enfer à peu près à mes 14 ans, quelque chose comme ça, et encore plus à mes 16 ans. J'ai un souvenir, c'est vrai que c'est plus 16 ans, mais j'ai un souvenir où je suis en camp de vacances, donc YMCA aux États-Unis, machin, et en fait on a un peu une soirée veillée à la belle étoile, et en fait on doit un peu se confier, quoi. C'est un peu un truc, on doit ouvrir notre cœur, je sais plus trop l'intitulé de la soirée, mais enfin bon, en plus c'était en anglais, moi à l'époque mon anglais il était bon, mais il était pas non plus hyper fluide, donc voilà. Et je sens que je partage un truc, je dis voilà, moi depuis que je suis entrée dans l'adolescence, depuis mes 14 ans, je sens qu'il y a un truc qui s'est assombri, ma vision de la vie. J'ai compris que la vie était complexe. Je me pose beaucoup de questions, beaucoup de questionnements sur le sens de la vie, questionnements existentiels, voilà. Et je sens que je perds un peu tout le monde à ce moment-là.
C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'assemblée, là, dans la veillée avec moi, je crois qu'ils comprennent pas trop là où je veux en venir. Parce qu'en fait, je pensais que c'était un truc commun à l'entrée dans l'adolescence. C'est-à-dire que oui, les gens ils vont me dire l'adolescence c'est complexe, machin, nanana. Oui, mais moi je sens à ce moment-là que ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre, ça va au-delà de juste du mal-être d'être adolescente. C'est vraiment un truc de ma vie s'est assombrie, mon esprit, mes pensées sont sombres et je pensais que c'était le cas de tous les adolescents. Et là, je me dis, ah oui, non, ok, il y a un truc propre à moi, là, qui va au-delà. Donc, j'ai un souvenir de cette soirée-là, où j'avais 16 ans. Et donc, en fait, moi, à partir de mes 14 ans, donc quand j'étais en 3e, je commence à ressentir un décalage très, très, très gros avec mes camarades, en fait. Et je commence à m'isoler, délibérément. Bon, il y a une part qui n'est pas délibérée, c'est-à-dire que je commence à comprendre les dynamiques de groupe, et les concessions que les gens sont prêts à faire pour entrer dans les groupes d'amis. Et je me dis, oula, moi j'ai pas envie. Et c'est pas du tout pour me sentir au-dessus ou quoi, mais juste, je comprends que, enfin vraiment, il y a les blagues me font pas rire. Enfin, les blagues des gens de mon âge me font pas rire. Les trucs auxquels s'intéressent mes amis de 14 ans de l'époque m'intéressent pas. Les garçons, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je suis pas encore pubère, moi, à l'époque. Je suis très dans ma tête, je suis très dans l'analyse, je rigole pas beaucoup, je suis pas dans le même délire. À l'époque, on dit on n'est pas dans le même délire. Bah, je suis pas dans le même délire que des gens de mon âge. Voilà, donc il y a un truc qui s'opère et je commence à m'isoler. Et en fait, tous les midis, après avoir déjeuné à la cantine avec un peu mes amis et tout, je vais m'isoler pendant 45 minutes sur le rebord des fenêtres dans la cour de récréation. Et je reste comme ça, pensive. Voilà. Et donc ça, c'est toute la deuxième partie de mon année de 3e. Et donc là, il y a quand même un truc qui s'opère de l'ordre du décalage, en fait. Voilà, à ce moment-là. Et le mal-être, vraiment, à partir de l'entrée au lycée, j'ai un souvenir précis de mon année de première, où en fait, je perds un peu tous mes amis de seconde. Bon, je suis dans un lycée parisien très difficile. Je suis dans un très grand lycée parisien où il y a beaucoup de pression. Mais en fait, je me mets beaucoup de pression moi-même. Et en fait, en seconde, ça va. Je suis intégrée dans un groupe et tout, mais je sens que je suis pas très bien dans ma peau et tout. Et à partir de la première, vraiment, j'ai plus d'amis dans ma classe. Je me retrouve avec des gens qui sont très méprisants. Il y a vraiment ce truc des groupes des populaires qui sont très riches, qui sont très beaux, qui sont machins, qui te regardent de haut. Et vraiment, tous les jours, enfin, en tout cas plusieurs fois par semaine, voilà, après les cours, je rentre chez moi, je pleure. Et je pleure, mais vraiment, c'est systématique, quoi. Et je m'isole, et je suis toute seule. Et en fait, j'aime les cours, mais j'ai plus d'amis, j'ai pas de vie sociale. Je fais que réviser. Mon temps libre, c'est que réviser. J'arrête mes activités extrascolaires. Donc, il y a un peu ce phénomène d'isolement. Mes amis du collège, bah, je les perds de vue, voilà. Et il y a un truc de je m'isole, quoi. Je m'isole, je suis pas bien, j'ai des pensées noires, je commence à beaucoup déprimer. Et je pleure beaucoup. Je pleure énormément. Voilà. Et c'est là où je commence à voir des psys. Notamment cette psychiatre. De toi-même ou c'est tes parents Je pense que c'est d'un commun accord avec ma mère. Parce que je pense que je commence à en parler à ma mère à ce moment-là. Parce que j'ai les parents divorcés, je vis principalement chez ma mère à cette époque-là. Je parle de mon mal-être à ma mère. Elle le voit. Et je pense qu'on commence à se dire oui, on va chercher une psy. Ok. Il n'y a jamais eu ce tabou d'aller voir un psy chez moi, dans ma famille, parce que de toute façon, mes parents, quand ils ont divorcé, j'avais 3-4 ans, ils m'ont emmené voir une psy. Donc c'était un truc de ok, on va voir un psy, ça va pas, on va voir un psy. Ok. Voilà. Ok. Je fais un bond en avant. Donc, on t'annonce un diagnostic que tu comprends pas. Tu te sens un peu sonné. Ouais. À partir de quel moment t'as compris le diagnostic qu'on t'a annoncé? Je crois que je l'ai compris quand, au bout d'un moment, au bout d'un moment, dans mes recherches internet, parce que du coup, je me suis mise à faire des recherches internet sur l'habilité, labile émotionnellement. En fait, ce qui coinçait dans cette définition, c'est que le mot labile, je ne le connaissais pas, l'habilité. En fait, c'est un mot qu'on emploie très peu dans la langue française. Donc, en fait, c'est un mot un peu châtié, en fait, qui signifie finalement une variation très rapide. En fait, c'est ça que ça veut dire labile. Il me semble. Enfin, c'est variation très labile, voilà, c'est un synonyme de instabilité, etc.
quand je commence à faire le rapprochement entre labilité émotionnelle et trouble borderline. Quand j'arrive, en fait, dans mes recherches Google, au nom borderline. Alors, mot que je connaissais, mais que je n'associais pas à un trouble psychique. Pour moi, je le connaissais dans le terme de border. Ah oui, cette personne-là, elle est border, dans le sens, quelqu'un a eu un comportement qui était à la limite de l'acceptable. En fait, c'est ça que je connaissais, dans cette acception-là du mot border. Mais là, je découvre que le trouble borderline, c'est un trouble psychique, comme le trouble bipolaire, c'est un trouble répertorié dans le manuel DSM, donc dans le manuel de psychiatrie américaine, etc. Et à ce moment-là, je fais le lien, je me dis « Ah ok, donc en fait, j'ai ce trouble borderline, d'accord, ok ». Donc là, direct, il y a des infos qui sont un peu plus claires, même si tout n'est pas bon à prendre sur Internet. Je commence à voir cette fameuse liste des 9 symptômes, que clairement le psychiatre m'avait pas du tout expliqué. Je me dis « Ah d'accord, ok, voilà ». Donc là, je commence à comprendre que j'ai ce trouble-là. Je fais le lien avec les thérapies qu'il m'avait recommandées dans le compte-rendu du diagnostic, donc notamment la TCD, la thérapie comportementale et dialectique, où je fais le lien en fait avec tout ça. Je me dis, je comprends pas pourquoi il m'a pas expliqué mon diagnostic, mais je me dis, à partir de ce moment-là, je me dis, en fait, voilà, ce que j'ai, c'est le trouble borderline. Voilà. Mais ça met, je pense, un bon mois pour comprendre ce que j'ai, en fait. Quand tu te retrouves face aux 9 critères, est-ce que tu te reconnais ? Est-ce que tu te reconnais pas du tout ? Est-ce qu'il y a des critères où vraiment c'est genre ça saute aux yeux ? Ou est-ce qu'il y a des critères où tu dis non ? Enfin, c'est quoi ta réaction quand vraiment tu découvres les 9 critères de diagnostic du trouble borderline ? Alors, je pense que d'emblée, je crois qu'il y en a 7 sur 9 où je suis en mode totalement, absolument, c'est incroyable comment ça me décrit. Et il y en a 2, je crois, sur lesquels je coince un peu. Alors déjà, on n'est pas obligé d'avoir les 9, il faut en avoir 5 sur 9 pour être diagnostiqué à l'heure actuelle, etc. Le fait est que je pense que j'avais vraiment les 9, alors à des degrés variables. Mais il y en a un où je me dis carrément, c'est pas du tout moi, mais c'est intéressant aussi, c'est la colère. Alors je sais plus exactement l'intitulé, la gestion de la colère, enfin des problématiques de gestion de la colère, même si le terme de gestion, il a un peu fait débat. Moi, je les connais dans les grandes lignes, mais alors dire exactement l'intitulé du DSM, là, j'avoue, c'est trop me demander. Non, du coup, il y en a un qui est lié sur la colère. Ouais, complètement. Moi, je suis en mode, en fait, parce que il y a beaucoup de gens, en fait, dans les, entre guillemets, des crises de colère, ce qui nous est présenté dans les films, même dans les livres, dans ce que les gens disent, c'est vraiment des gens qui cassent des objets. Typiquement, des gens qui cassent des objets, ou qui tapent sur les murs, ou qui hurlent. Moi, je suis en mode, non, pas du tout, moi, j'ai pas ça. Bon, après, on se rend compte que la colère peut être aussi manifestée Enfin, la difficulté à accepter la colère, en tout cas, peut être vécue différemment. C'est pas forcément on casse des choses. Ça peut être très intériorisé. Voilà. Ça peut être aussi des colères très froides. Moi, je sais que c'était mon cas dans le sens où j'avais une psychiatre pendant un moment parce que justement, j'exprimais jamais ma colère. Du moins, c'est ce que je pensais. Et en fait, j'ai découvert le mot du mode passif-agressif. Et en fait, à chaque fois que je switchais dans passif-agressif, elle me disait « Ah, là, je vous ai mis en colère. » Je vois très bien. Parce que... Mais moi, j'ai mis énormément de temps avant de comprendre que, en fait, dans mes tournures de phrases, c'était du passif-agressif. Complètement. Mais... Je vois très bien. Mais sinon, je reste très calme. Ouais. Mais oui. Et puis, moi, j'irais même plus loin. Mon rejet au début de ce critère-là, en me disant ça me concerne pas du tout, bah, c'était symptomatique de j'accepte pas la colère. Ouais. Alors qu'elle est là. Enfin, en fait, je m'en suis rendu compte après coup. Donc voilà, il y avait ça. Et il y avait aussi l'autre critère où je me retrouvais pas trop, je crois, c'était... tout ce qui est mise en danger, scarification. Ouais. Il n'est pas dit scarification. Comportement autodommageable. Voilà, comportement autodommageable, comportement à risque. Enfin, bon, je mélange un peu, mais il y avait des trucs de « Ah, mais moi, j'ai jamais consommé de drogue au point de m'évanouir » ou « Ah, mais moi, je me suis jamais scarifiée » ou, en l'occurrence, et c'est important de le dire, je n'ai jamais commis de tentative de suicide. Or, il y en a beaucoup qui ont ce trouble-là, qui en commettent. Donc, je ne rentrais pas dans les statistiques des personnes atteintes de ce trouble qui ont commis une tentative de suicide. Donc, tout ce qui était comportement suicidaire, idée suicidaire, je sentais que
ça me concernait, mais jusqu'au stade des pensées. Ça n'a jamais été mise en action, ça n'a jamais été planification, etc. Donc voilà, il y avait des trucs où je me disais, bon, ça me concerne moins. Voilà. Mais globalement, très vite, les autres critères, c'était oui. Dans les autres critères, on peut citer la peur du rejet et de l'abandon. L'image de soi, une image de soi très distordue. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? Sensation de vide. La sensation de vide quasi constante. Comportement autodommageable. Les l'instabilité colères. dans l'humeur. Ouais. Et dans les émotions. Hypersensibilité, hyperémotivité. Ah oui, un truc que je peux évoquer pour ce... Enfin, ça, je trouve ça intéressant, mais on avait beaucoup parlé avec ma psychiatre de l'époque, du coup, qui n'avait pas réussi à me diagnostiquer, mais voilà. On avait beaucoup parlé de mon hypersensibilité. Voilà, je dis, mais moi, je suis hypersensible. Oui, vous êtes hypersensible, mais c'est pas un diagnostic, l'hypersensibilité. Et moi, je sentais que c'était vraiment un truc à creuser, cette hypersensibilité-là. C'était à creuser. Je savais que ça se trouvait là, en fait. Voilà. Parenthèse, mais c'est quoi ton rapport à l'hypersensibilité ? Maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, parce qu'effectivement, maintenant, je vois dans le terme hypersensibilité quelque chose qui est de l'ordre un peu de la stigmatisation, de mais toi, t'es hypersensible. Je me dis, bah, non. Enfin, je suis très sensible. Enfin, en fait, je suis assez sensible, ouais. Mais il y a quelque chose dans le terme d'hypersensibilité. Déjà, il y a un truc qui a été très dévoyé. Enfin, c'est un terme qui est extrêmement à la mode, voilà, comme les pervers narcissiques, comme ça. Enfin, en fait, c'est des termes qui sont à la base très pertinents, mais qui ont été tellement utilisés pour décrire plein de comportements et plein de sensibilités de gens très différents que, au final, je sais même pas ce que c'est. Et il y a un truc aussi qui sort de la norme. Et moi, j'ai envie de dire, moi, j'aimerais bien que les gens ils soient un peu plus hypersensibles. En fait, c'est si on dit que je suis hypersensible, ça veut dire que la norme, c'est de pas être sensible ou de l'être très peu. Et justement, moi, j'aimerais remettre au goût du jour la sensibilité. Donc, j'ai pris beaucoup de distance avec ce terme-là. Mais à l'époque, j'y attachais énormément d'importance. Parce que je voulais dire aux gens, mais regardez, moi, je suis hypersensible, j'ai un truc à part, ça me fait souffrir, venez, on en parle. Bah, maintenant que je sais que j'ai été diagnostiquée d'un trouble psy, ça me paraît plus pertinent de parler de ce trouble psy-là, parce que voilà, c'est quelque chose de médical, c'est quelque chose d'étudié, c'est quelque chose de scientifique. Voilà. On est en France, ça reste un pays où les gens ils ont besoin d'épreuves, mais oui, mais qu'est-ce que c'est exactement, voilà. Là où l'hypersensibilité, bah, y a pas mal de livres qui sont sortis sur ça, mais c'est des livres anglo-saxons, où voilà, ça flirte un peu avec le développement personnel, donc ça peut être moins pris au sérieux par certaines personnes, donc voilà. Ok. Je te posais cette question parce que pour moi, le thème de la sensibilité, c'était un énorme thème quand j'étais dans mon parcours thérapeutique, parce que pour moi, c'était la cause de ma souffrance. Ouais. Et donc, j'avais complètement rejeté le truc en mode... justement, le fait que l'hypersensibilité soit un peu une trend, j'étais là en mode, mais moi, ces trucs-là, j'estime que si j'avais pas été hypersensible, peut-être que j'aurais beaucoup mieux vécu ma vie, peut-être que les choses m'auraient beaucoup moins affectée, peut-être que d'un point de vue, les trucs un peu traumatiques, je vois bien que les gens sont pas traumatisés de choses que moi, ça me... Tu vois ? Ouais. C'est pour ça que je te posais cette question. Complètement. Donc voilà, genre c'est quoi ton rapport à l'hypersensibilité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien, pas bien ? Est-ce que c'est un truc qui te fait sentir complètement hors norme ? Est-ce que au contraire, tu vois ? En fait, ce qui m'allait pas dans ce que je lisais sur l'hypersensibilité, c'était qu'en fait, effectivement, c'était un trait de caractère. Donc moi, j'avais ce trait de caractère, ou enfin cette caractéristique, je sais pas, mais moi j'avais un truc en plus qui était pathologique. Or, l'hypersensibilité telle qu'elle m'a été décrite n'était pas pathologique. Ouais. Et en fait, tous les livres... Enfin, j'avais lu un livre, notamment, je me rappelle plus trop du nom, mais si ça me revient, je te le dirai. Où elle... Enfin, en fait, c'était comment en faire une force. Oui. J'étais là, mais les gars, je ne peux pas en faire une force. Je suis malade, en fait. Je suis malade. Il faut que je me soigne, en fait. Il y a un truc de... C'est bien beau de vouloir en faire une force. Je vois que ça peut être beau, que parfois je suis contente et je suis hyper contente et les gens me disent « Oh Anna, arrête de dire que c'est joli, là, le paysage, on a rien à compris. » Je suis en mode « Non mais les gars, c'est hyper beau, ok. » Mais le reste du temps, cette hypersensibilité, qui en fait était surtout le nom du trouble borderline, c'est un enfer en fait. Donc venez pas me dire fais-en une force, parfois j'arrive pas à me lever le matin, je suis dans une déprime, j'ai envie de mourir, j'ai envie de disparaître, je peux pas en faire une force. Donc je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'était pas
qui n'allait pas jusqu'au bout dans l'analyse, en tout cas. Voilà. Et là, tu es en train de toucher à un point qui fait une très bonne transition. C'est les autres, quel regard ils ont porté vis-à-vis de ça? Si tu veux pas répondre, si. Ah non, mais je sens qu'on va dans un boulevard. Non, mais je vais essayer de toute façon d'être mais sans toi libre, en tout cas, dans ma réponse. Moi, je pense que de la part de ma famille, il y a eu un long moment de transition, de choc, d'incompréhension, parce qu'en fait, moi, j'étais une petite fille très sage. Très, très sage, trop sage. J'étais un enfant, on me proposait des chouquettes à la boulangerie, je disais non, alors que j'aimais les chouquettes. Enfin, vraiment, on était à ce niveau-là. Ma grand-mère me dit, tu as fait une crise, Anna, quand t'étais petite, t'avais 2 ans, tu t'es mise à taper des pieds par terre, on n'a pas compris, parce que sinon, tu n'as jamais fait de crise. Tu n'as jamais fait de crise, tu étais extrêmement polie, tu ne réclamais jamais rien. Enfin, j'ai jamais fait de caprice, j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Ma mère allait jusqu'à me demander, mais t'es sûre que tu veux pas, n'importe quoi, un livre, un cadeau, un truc. Et je disais non. J'étais gênée, voilà. C'est lié, évidemment, à aussi mes parents, à ma maman qui n'allait pas bien. Et donc, voilà, très vite, quand j'ai été petite, j'ai compris que je devais pas trop la ramener à l'extrême, voilà. J'ai compris qu'il fallait que je sois parfaite. Et donc, je pense que ça a absolument dérouté mes parents quand j'ai commencé à être très sensible. Parce qu'en fait, si tu veux, quand j'étais petite, mon père me posait beaucoup la question « À quoi tu penses, ma grande ?» Et je ne répondais pas. Donc en fait, évidemment que je ressentais des choses, mais je n'exprimais rien et je ne disais rien de ce que je ressentais. Rien du tout. Et à un moment donné, ça a explosé. Et je me rappelle d'un truc très intéressant qui m'avait un peu outrée à l'époque. Je pense que j'avais 14-15 ans, ou même un peu moins. Et je crois que je commençais à voir que ça bouillonnait à l'intérieur. Et il y avait ma tante par alliance qui m'a dit un jour mais Anna, mais toi, je sais pas quand, mais ça va péter, quoi. Mais elle me l'avait pas dit méchamment, elle m'aimait bien. Mais elle était tellement admirative, mais à la fois inquiète de mon côté modèle, sage, calme, qui respecte les règles. Voilà, moi, je respectais les règles, j'adorais l'école, les devoirs. J'ai jamais eu un mot dans mon carnet de correspondance, j'ai jamais eu une heure de colle, j'ai jamais été convoquée, voilà. Elle m'a dit, mais un jour, Anna, je sais pas de quelle forme ça va prendre, mais en fait, tu vas avoir besoin de t'exprimer à un moment donné. Et ça, mes parents l'avaient pas vu venir. Et donc, je pense que quand j'ai commencé à être hypersensible, donc peu importe la manière dont ça se manifestait, c'est-à-dire quand j'ai commencé à pleurer beaucoup, à être pas contente, à exprimer ma colère, je pense qu'ils ont pas compris, quoi. Mais cette incompréhension, elle a duré longtemps. Donc, je pense que ça a commencé à partir de ce moment-là, mes relations avec ma mère se sont beaucoup dégradées. Beaucoup dégradées. Parce que moi, je manifestais un mal-être, et je pense que ma mère ne savait pas quelle réponse apporter à ce mal-être. Elle voulait apporter une réponse, c'était pas la bonne, c'était pas la réponse adéquate. Donc on montait très vite en tension, on hurlait, on criait, elle me disait des choses très dures, je lui disais des choses très dures. Ça créait beaucoup de conflits. Mais néanmoins, c'est quand même ma mère qui était aussi derrière moi pour essayer de m'épauler de la manière dont elle pouvait, dont elle pensait que c'était la bonne manière. Donc c'était ambivalent. J'avais besoin de ma mère, mais on se faisait pas du bien, mais j'avais besoin d'elle, et elle m'a quand même aidée un petit peu, même si c'était pas de la même manière, c'était compliqué. Mon père, on n'avait pas beaucoup de relations quand j'étais ado, enfin c'était un peu distant, voilà. Il venait d'avoir un enfant un peu compliqué. Et moi, je pense que la relation a été conflictuelle avec moi-même, en fait. Je pense que je me suis dit, mais... Et là où on entre dans le critère de l'identité trouble, je pense que je me posais la question de... Mais attends, mais je suis qui, je fais quoi, mais tous les jours, quoi. Genre... en fait, oui, j'ai été cette personne sage, qui aime les cours, machin. J'ai toujours ça. Par contre, il y a un truc qui disjoncte à côté, et je comprends pas d'où ça vient. Donc je pense que j'étais en conflit perpétuel avec quelle image j'ai de moi-même, quelle image je renvoie. Il y a eu des dissociations. En fait, je pense qu'à ma mère, je renvoyais l'image d'une fille tourmentée et très vite compliquée à gérer à la maison, insupportable selon ses mots, chiante, ingérable, compliquée. Là où, au lycée, j'étais une super élève, j'étais hyper calme, j'étais hyper mature.
Donc il y a eu une dissociation à ce niveau-là. Et au niveau des autres de mon âge, donc mes pairs, PAIRS, et amis, ça a mis du temps à faire effet, ce truc-là. Mais je pense qu'à partir de mes 18-19 ans, enfin donc du coup à partir de mes 16 ans, je me suis extrêmement isolée. En fait, il y avait ce truc de... je pense que mon hypersensibilité faisait que... Pardon. J'étais pas à l'aise. Et je sais pas si c'était mon hypersensibilité ou ma sensibilité tout court ou mon trouble borderline, mais j'étais pas à l'aise avec ces trucs de faux semblants, d'adolescence, de tout le monde fume donc faut fumer. Enfin, moi je fumais pas, tous mes potes fumaient. Enfin, à Paris, à cette époque-là, tout le monde fumait, tout le monde buvait de l'alcool, se mettait un peu pompette, machin. Moi, c'est des trucs où, très vite, le truc de perte de contrôle, j'étais pas à l'aise avec ça. Le truc de bande, de faire groupe, un peu de faire partie d'une meute où faut s'oublier un peu pour être dans la meute, ça m'allait pas du tout. Donc, j'étais très rigide. En fait, voilà, je renvoyais l'image d'une personne hyper sérieuse, trop sérieuse, pour mes pairs. Genre, Anna, faut pas la faire chier, Anna, elle est hyper sérieuse, elle est jolie, elle est sympa, on peut rigoler avec elle, mais par contre, oulala, c'est un adulte, quoi. En fait, j'avais un peu le rôle d'adulte. Et donc, j'étais pas adaptée. Enfin, ça m'intéressait pas. Donc, il y avait ça. Et après, alors ce qui est intéressant, c'est que... Donc voilà, j'étais très, très isolée. Moi, je me rappelle... Moi, c'est traumatique pour moi, mais le jour de la remise du bac, bon, déjà, j'avais un stress maladif. Oui, à cette période-là, le début du trouble, moi, s'est manifesté par énormément de stress. Le stress me rendait malade. Je transpirais tout le temps. J'avais des bouffées de chaleur tout le temps dans le métro. Voilà, j'essayais d'en parler avec ma médecin traitante. Bon, alors, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de médecins, mais je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont pas du tout formés sur ces trucs-là. Mais enfin, voilà, je disais, mais je comprends pas, je fais que transpirer tout le temps. Enfin, voilà, j'avais des bouffées de chaleur à n'en plus finir. J'avais une angoisse. J'étais dans le meilleur lycée de France et j'étais persuadée que j'allais pas avoir mon bac. Donc pendant la semaine d'attente des résultats, tout le monde partait en vacances. Moi, j'étais à Paris à me morfondre de je vais pas avoir le bac, mais j'y croyais vraiment. Hein. Et ça me rendait malade de stress. J'ai eu mon bac, voilà, avec mention très bien. Et le jour des remises de... Merci. Les jours de remise des résultats, bah, en fait, je me rappelle de ce truc de... J'étais toute seule. Tout le monde est allé fêter le bac avec leur bande de potes. Et moi, j'étais toute seule. Pareil pour le brevet et l'affectation dans les lycées. J'ai été affectée au meilleur lycée de France. J'ai pleuré d'angoisse et de stress. Et j'étais toute seule. Donc, c'est vraiment des souvenirs de... Je me suis isolée et en même temps, c'était une protection. Et en même temps, ça m'a protégée d'une certaine partie, mais pas d'une autre. Bizarrement, quand je suis entrée en classe préparatoire, donc entre mes 17 et mes 19 ans, il y a eu un relan de sociabilité. Je pense que ça m'a... Donc la classe préparatoire, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une formation très exigeante et très difficile, où en fait on fait que bosser et en fait on prépare des concours. Et ça dure 2 ans. Donc en fait on est dans un lycée, mais c'est après le bac. Et en fait c'est très dur, c'est très exigeant. Et en fait, il y a une sorte d'union qui se fait dans cette exigence et dans ce travail. Donc en fait, on est très vite soudés parce qu'en fait, on a besoin des autres pour un peu survivre à cet environnement très hostile qu'est la classe préparatoire. Donc en fait, on finit les cours, on va à la bibliothèque jusqu'à 22h. Et donc en fait, on se fait des amis par la force des choses. Des gens qui parfois, on partage pas grand-chose avec eux, mais la prépa est un socle suffisant pour se faire des amis. Donc là, pendant la première année de classe préparatoire, bizarrement, il y a eu ce truc de je faisais partie d'un groupe, on est allé en vacances ensemble l'été, etc. Donc j'avais beaucoup de copains-copines. Vraiment, ça m'était jamais arrivé. J'étais vraiment sociable. Mais, dans le même temps, je pense que mon trouble vraiment prenait sa place. Et ça s'est manifesté très très fort dans la peur du rejet et de l'abandon. Dans le domaine amoureux, j'ai développé un côté obsessionnel sur le côté des relations amoureuses et un côté, ce qu'on appelle drama queen dans le langage courant, qui est de, voilà, en fait,
Ma vie s'effondre parce qu'il ne me répond plus. Il étant le garçon que j'ai rencontré hier, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, on ne partage rien en commun, mais je suis persuadée, c'est l'homme de ma vie, on s'est embrassés, c'était incroyable, c'était le plus beau jour de ma vie, je me mets à me faire des films, on va se mettre ensemble, ça va aller, un peu le truc du sauveur, et moi aussi je vais le sauver, enfin, plein de croyances qui se mélangent là-dedans, mais une très très forte peur de l'abandon, du rejet, une estime de moi très très basse, et des humeurs qui commencent à changer beaucoup de déprime, mais qui était un peu contenu par ce truc de la prépa, où je travaillais, j'arrivais à travailler, j'aimais les cours, j'avais des amis, mais très vite mes amis commençaient à déceler ça en mode « mais Anna, tout va bien, tu le connais pas, pourquoi tu te mets dans des états pareils ?» C'était souvent le « pourquoi tu te mets dans des états pareils ?» quoi. Et moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je me mettais dans des états pareils, de pleurs, de dévastation, de désespoir. Voilà, il y avait ça qui s'est installé. Et la deuxième année de la prépa, là j'ai commencé à perdre des amis. Une grosse partie des gens de ma bande de potes de première année de prépa ont pris leur distance. Bon, faut savoir aussi que la deuxième année de prépa, c'est très stressant, donc chacun prépare ses concours, c'est un peu chacun pour soi. Et là, les gens, ils avaient plus trop le temps de se prendre la tête, de trucs de, voilà, même moi d'amitié, où je commençais un peu à demander des comptes aux gens. Donc, dans cette relation-là de peur du rejet, de pas être sûr de soi, de pas être sûr de sa valeur, etc., je commençais à dire « Mais oui, mais tu m'as dit qu'on se verrait pas, mais ça veut dire que tu m'aimes plus, est-ce que ça veut dire qu'on est encore amis ?» à demander de plus en plus de preuves d'amitié, de manière maladroite, évidemment. Et y a des gens qui ont commencé à prendre leur distance, plus ou moins brutalement. J'ai commencé à perdre aussi mes amis que j'avais construits, mes amitiés que j'avais construites en primaire et au collège. Et donc là, je me suis retrouvée vraiment à perdre des amis. Voilà, il y a eu des ruptures amicales qui ont été très, 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 très fortes et qui m'ont dévastée. Dévastée, voilà. Moi, je me rappelle d'une amie qui a rompu avec moi l'été des concours, donc à la fin de la classe préparatoire, qui m'a dit « Écoute, Anna, moi, j'en peux plus, j'ai l'impression d'être en couple avec toi et je suis pas en couple et j'ai pas envie d'être en couple. » Et je trouve ça assez révélateur de ce truc d'obsession et d'addiction. Parce que moi, il y a un truc du trouble borderline où je comprenais pas, parce que moi, j'ai jamais vraiment eu d'addiction à des substances. Par contre, il y a notamment une psychologue qui a dit un jour que le trouble borderline pouvait s'apparenter pour certaines personnes à une addiction relationnelle. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais complètement addicte. Obsessive sur le côté amoureux et addicte sur le côté amical. Et donc, en fait, il y a un phénomène de sevrage. C'est-à-dire que quand la personne me dit non et elle part, bah, je suis en manque. Mais vraiment en manque physique, comme on l'est avec une substance, quoi. Donc il y a eu ça qui était très fort. Voilà. Et après, la descente aux enfers s'est faite, je pense, quand je suis entrée en école de commerce, où voilà, j'avais 19-20 ans. Donc là, le trouble se révèle au grand jour. Voilà, c'est le début de l'âge adulte, etc. Donc c'est un peu... Et où je continue à perdre des amis, où je commence à avoir beaucoup de phénomènes de dissociation. Le sentiment de vide prend énormément le dessus parce que je suis dans un environnement que j'estime hostile pour moi. L'école de commerce, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, qui est en totale contradiction avec beaucoup de mes valeurs, qui je suis. Voilà, il y a une culture de l'alcool là-bas beaucoup, une culture des bandes d'amis, des meutes très très fortes, une culture des populaires aussi qui est très forte. Les cours n'ont pas de sens, on n'apprend rien, on nous dit comment faire de l'argent alors que moi j'ai pas envie de faire ça. Enfin voilà. Et là je vais vraiment pas bien et je dirais que c'est là où se révèlent vraiment tous les symptômes du trouble, vers l'âge de 20 ans. Avant, c'était beaucoup la tristesse profonde, la dépression et l'addiction relationnelle, la peur du rejet. Et puis là, s'ajoute à ça la dissociation, le sentiment de vide très profond. Voilà. J'ai plein de trucs à dire. Ce que je retiens quand même du début de ta scolarité, en tout cas moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est si tu rentres pas dans la norme, du coup forcément c'est l'isolement et la solitude. C'est un peu ça, enfin tu vois. Ouais. Et ce truc d'être très en décalage, le sentiment d'être hyper dysfonctionnel, pas adapté à la société. Enfin, je trouve que ça se... Je comprends que tu aies pu ressentir ça à cet âge-là, parce que c'est vrai qu'à notre époque, parce qu'on a presque le même âge, c'était très les populaires, les moutons,
les bolos, si tu rentres pas dans la bonne case, du coup t'es complètement exclu. Enfin, c'est vachement. Je sais pas comment c'est maintenant, genre les nouvelles générations et tout, mais à notre époque, c'était vachement comme ça. Il y a un mot que j'ai appris qui s'appelle le craving, que je connaissais pas du tout. Ah oui, craving. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est quand t'as pas ta dose et que t'es complètement en manque et qu'à ce moment-là, t'es prêt ou prête à tout pour avoir ton truc, quoi. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Et donc, voilà, je tenais à te le dire. Moi, j'ai appris ce mot en hôpital psychiatrique. Donc voilà. Mais moi, pour le coup, c'était pas relation... Enfin, moi, c'était au câlin. J'avais un craving énorme où j'avais besoin d'être touchée parce que qu'on me touche, ça me fait sentir exister. Et donc, qu'on me touche pas, j'avais l'impression de disparaître. Ça te parle, ça, ou pas du tout ? Ça me parle totalement. Je l'ai eu, moi, ça, plus récemment avec ma famille, du coup, où il y a des périodes où, j'étais en mode, mais pourquoi on se fait pas de câlin, quoi ? Et moi, j'ai une famille qui est très peu câlin. Ouais, ça me rendait très triste parce que je me sentais pas aimée. Et j'avais besoin de me sentir aimée pour me sentir exister. Et j'avais besoin de contact peau à peau. Enfin, c'est un besoin humain, le contact peau à peau. Et comme j'étais de plus en plus isolée de tous mes amis et que les relations amoureuses, c'était très compliqué, j'avais pas de peau à peau. Et dans ma famille non plus. Et je me disais, mais je ne peux pas concevoir une existence, effectivement, sans caresses, sans câlins. Et oui, effectivement, je l'ai senti aussi ça. Après, clairement, ma dépendance affective était d'abord... sur le besoin de réponse de l'autre, voilà, le besoin de connexion, de dialogue, Enfin, ce qui était très maladif chez moi, c'était vraiment l'addiction relationnelle, le craving, mais qui s'est aussi manifesté dans des relations affectivo-sexuelles, où j'étais dans le craving total, où j'étais prête à tout pour avoir finalement un contact peau à peau avec la personne plus que du sexe, mais ça je me le disais pas. Et j'étais prête à prendre des risques. C'est là aussi que je me suis rendu compte que j'avais des conduites à risque. Et j'étais prête à faire ça avec n'importe qui. Quelqu'un qui m'estimait pas, qui me valorisait pas, qui machin. Parce que j'avais ce truc d'urgence, de craving, d'obsession, d'addiction, il me faut ma dose maintenant ce soir. Ce soir, j'ai besoin d'exister dans les bras de quelqu'un. Sinon je m'effondre. Voilà. Mais c'est vraiment très très puissant. C'est pour les gens qui savent pas. Voilà, il y a dépendance affective, c'est vraiment c'est un truc vraiment pathologique. J'ai déjà pris des Uber à 4h du matin pour aller voir mon ex complètement dysfonctionnel, toxique, horrible, machin. Et j'ai claqué des 20 balles, machin, parce que je voulais ma dose. Et les stratégies, c'est aussi ça. C'est en fait trouver quelqu'un ce soir. Donc ça veut dire se mettre sur des applis, dépenser de l'énergie pour machin. En fait, c'est des stratégies. Et moi, je perds aussi de l'argent là-dedans. Enfin, j'ai aussi utilisé de l'argent pour ça, ouais. Dans les stratégies, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut qualifier de l'ordre de l'autosabotage ou pas ? Oui, complètement. Tu veux dire dans le trouble borderline en général ou plus spécifiquement sur ce truc d'addiction relationnelle ? Ma question, c'est est-ce que tu as repéré, toi, des stratégies d'autosabotage que tu pouvais mettre en place ou tu peux mettre en place dans certaines situations ? Oui, absolument. Oui, bien sûr. Chez moi, l'autosabotage passait beaucoup par des comportements impulsifs. Ouais. Principalement par message. Où en fait, pourquoi c'était de l'autosabotage ? Parce qu'en fait, agir sur mon impulsivité du moment et envoyer un message qui, je l'ai compris après coup, comme tout ce que tu disais tout à l'heure, va être perçu par l'autre comme un message agressif ou passif-agressif, va avoir des conséquences, va m'isoler de cette personne-là. Là où moi je voulais préserver la relation, va contribuer à détériorer la relation. Et en fait, si je ne sors pas de ce schéma-là, je ne fais que saboter mes relations. Donc en fait, typiquement, voilà, je sais pas, moi c'est ce qui a mis fin à beaucoup d'amitiés avec des gens. Bon après c'est pas grave, il y en a, ça fait aussi le tri entre guillemets parfois. Mais c'est ce truc de je veux absolument pas te perdre. Du coup je t'envoie un truc qui est agressif en fait. Mais moi je m'en rends pas compte. Au moment où je l'envoie, je m'en rends pas compte de la portée du message. Sans que ce soit de la violence ou des insultes.
C'est juste un truc de... ça peut être, moi, je suis déçue parce que je pensais qu'on serait que toutes les deux. Voilà, un truc comme ça, par exemple. Ou la personne, je sais pas, ça fait 5 fois qu'elle se prend des messages comme ça de notre part. En fait, elle en a marre. Et elle se sent... voilà, au bout d'un moment, les gens, ils ont envie de passer des bons moments. Ils ont pas envie de devoir gérer nos états d'âme, etc. parfois. Et donc, la personne finit par me mettre un stop. Et me dire, écoute, ça suffit, quoi. Et donc, voilà. Donc, par l'impulsivité, c'est beaucoup passé par ça, l'autosabotage. Si tu veux, je te donne des petites stratégies que moi j'avais. C'est ce qui me vient en tête là, mais il y en a d'autres. Mais moi, j'avais plusieurs stratégies. Alors, je tiens à préciser qu'au début, c'était pas du tout conscient, et ça a été en thérapie où j'ai réalisé l'ampleur du truc. Par exemple, questionner énormément la personne en face jusqu'à ce que je trouve une faille. Et quand je trouve une faille, c'est un peu vous voyez, votre truc, ça marche pas parce que j'ai trouvé une faille, parce que vous n'êtes pas capable de répondre à mes questions. Ça, c'est une stratégie que j'ai beaucoup utilisée avec des professionnels de santé au début, j'en suis désolée. Et d'un point de vue relationnel, par exemple, à la seconde où je sentais que, réel ou imaginaire, que la personne allait m'abandonner ou me rejeter. Donc là, ça pouvait passer par, typiquement dans la relation de couple, la personne, elle a passé une mauvaise journée, elle fait un peu la gueule. Tout de suite, elle m'aime plus, elle va me quitter. Et donc, que c'est moi qui devance et qui quitte. Pendant longtemps, j'ai beaucoup fait ça. Je quittais les personnes que j'aimais. C'est-à-dire que j'étais folle amoureuse des personnes ou non, ça va être bizarre, dans les amitiés j'étais genre enfin tu vois et qu'en fait c'est moi qui mette un terme à des relations amicales, c'est moi qui mette un terme à des relations amoureuses, mais en fait c'est complètement un truc d'auto-sabotage et c'est aussi une stratégie pour me faire du mal, dans le sens où moi j'estime que j'excellais dans l'art de me faire du mal. Et en fait, il y a plein de façons différentes de se faire du mal. Et l'aspect relationnel, quand t'es très dépendante, affective, moi, je l'utilisais aussi pour me faire du mal. Est-ce que ça, c'est des choses qui te parlent ? Est-ce que peut-être pas du tout ? Ou t'as d'autres choses ? Un peu, pas exactement comme toi. Mais oui, maintenant, ça me fait penser. Ce que j'ai beaucoup fait, c'est pousser les gens à bout, mais pas forcément pour trouver leurs failles et du coup, en mode « Ah, t'es pas digne de confiance », plus... tester leurs limites, en fait, on en revient à un truc très basique en psychologie, mais qui tient la route, c'est le besoin d'amour inconditionnel qu'on a, nous les humains. Et en fait, globalement, et que moi, personnellement, j'ai senti que cet amour inconditionnel qui était censé être un dû pour moi, de la part de ma mère, typiquement, était menacé. Et donc, à partir de là, j'ai disjoncté, je schématise, il n'y a pas que ça. Et donc, j'ai cherché cette plus qu'amour inconditionnel, c'est vraiment de la fidélité inconditionnelle, c'est-à-dire, je serai toujours là. Ce truc de je serai toujours là, chez les gens, je voulais qu'ils soient toujours là. Et je l'ai poussé à bout, jusqu'à ce qu'ils me disent, non, je ne serai pas toujours là. Et en fait, il y a eu ce truc très autodommageable chez moi, de je ne me contentais pas des ruptures douces. Quand la personne voulait me dire avec diplomatie, écoute Anna, je t'apprécie, tu es une personne que je trouve être une bonne personne, je veux te garder dans ma vie en tant qu'amie, en tant que, je sais pas, sex friend ou autre, mais je ne veux pas développer de relation de couple avec toi, par exemple, ça ne me convenait pas. Je voulais gratter le truc derrière, avec la croyance que la personne me disait ça pour me faire plaisir, mais en fait, voulait me fuir. Or, souvent, ce n'était pas le cas. Souvent, la personne m'aimait bien, voulait me garder dans sa vie, juste ne voulait pas être en couple avec moi, par exemple. Et moi, ce que j'allais faire, ça allait être pousser la personne à vraiment avoir une rupture violente. En fait, c'est-à-dire que je provoquais la rupture. Ce dont j'avais le plus peur, c'était la rupture violente. Et ce que je provoquais, c'était la rupture violente. Ok. Quand je dis rupture violente, c'est rupture un peu abrupte, où la personne va me bloquer, ou va me bloquer, ou va me dire... Est-ce que dans la logique, il faut que ce soit extrême, ou c'est autre chose ? Dans la logique, c'est vraiment, je pense, le tout ou rien. Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Genre, si tu m'aimes, si tu m'aimes,
Genre, tu réponds à tous mes messages, t'es là pour moi, il y a pas de... Tu mets pas 3 jours à répondre, Enfin, il y avait un truc de fusion. En fait, moi, le mode que j'avais, je pense, avec ma mère ou quelque chose comme ça, c'était un truc de l'ordre de la fusion ou de l'ordre de... Moi, j'ai grandi dans un cadre, je pense, où il n'y avait pas trop les limites. Où quand quelqu'un à table voulait se faire entendre, il allait parler plus fort. Et il allait interrompre les gens. Et tant qu'il n'avait pas ce qu'il obtenait, il allait hurler. Donc il y avait un truc de... La notion de dépassement des limites, elle n'existait pas. En fait, tant qu'on n'avait pas ce qu'on voulait, on insistait. Donc il y avait ce truc-là, et donc je l'ai reproduit avec les autres, de crache-moi le morceau. En fait, il y a eu un truc aussi où j'ai grandi dans un environnement où on disait les choses. Et donc, moi, ce que je supportais pas, c'est que les gens gardent pour eux des choses me concernant. Je voulais que les gens soient à cœur ouvert. Et en même temps, je le redoutais. Parce que moi, ce que je voulais que les gens me disent, c'est « Je t'aime, Anna ». Voilà. Et souvent, c'est pas ce que les gens allaient me dire, par pudeur, par culture, etc. Et donc, je sais, c'est très complexe à décrire, mais il y avait ce truc de... en fait, si tu signes avec moi, genre, je te kidnappe, quoi. Non, mais c'est hyper bizarre de dire ça comme ça. Mais en fait, si tu veux être dans ma vie, genre, on va y aller, quoi. On va être intense, on va s'aimer fort. Il n'y a pas d'entre-deux. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, en fait, les réponses du type, que maintenant je comprends très bien, hein, du type, je t'aime bien, mais je suis pas amoureux de toi, je ne le concevais pas. C'est-à-dire que pour moi, tu m'aimes bien, bah tu vas être amoureux de moi. Il y avait un truc, non mais il y avait un truc, là quand je le regarde avec du recul, que je trouve assez flippant, non flippant c'est stigmatisant, mais un peu dictatorial. Ce truc de, tu vas m'aimer comme moi je veux que tu m'aimes. En fait c'est ça. Or moi ça ne me fonctionnait jamais. Et donc bah, je provoquais la rupture et donc c'était l'effondrement. Ouais. Je vois. J'ai 2 thématiques. Tu choisis celle que tu veux. On va aller dans les 2, quoi qu'il se passe. Okay. On a un peu ouvert la porte de la solitude. Donc, je sais pas si tu veux qu'on parle de ça. C'est un thème que je veux absolument aborder. Donc maintenant. Et la seconde, c'est... mais là, je pense qu'on va... faire la solitude. Parce que la seconde, c'est la sortie de l'enfer. Parce que là, on a décrit, je trouve... Enfin, tu as décrit, je trouve, de façon hyper complète. Ce qu'on retrouve dans les critères du trouble de la personnalité borderline. Et je sais pas comment te poser la question sur la solitude. J'ai besoin d'un coup de pouce. Mon expérience de la solitude subie, que j'ai trouvée subie, ou qu'est-ce que... Est-ce que tu trouves que l'expression de ce trouble de la personnalité borderline t'a beaucoup isolée? Et aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, dans mon cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde qui a été diagnostiqué avec ce trouble. Dans tous les cas, on est dans ton expérience perso. Oui, carrément. Mais je veux en parler parce que je sais que c'est pas que moi aussi. C'est que ça concerne beaucoup d'autres gens qui ont ce trouble. Pas que ce trouble, évidemment, mais... Moi, j'ai vécu... J'ai souffert d'une solitude. Moi, par moments, je me suis dit, ça va me rendre folle. Je me suis dit, cette solitude, ça va me rendre folle à un moment donné. Alors, je sais que le terme de solitude, il a été un peu galvaudé. Théoriquement, je devrais parler d'isolement. Parce que dans le terme de solitude, il n'y a pas forcément ce côté subi. En fait, la solitude, elle peut être OK, elle peut être choisie, machin. Ce que je décris, moi, de cette solitude, c'est une solitude subie. C'est une solitude que je n'ai pas voulu. C'est que moi, bien sûr, à plein de moments de ma vie, j'ai envie d'être seule. Et en plus, aujourd'hui aussi. Parce que je pense que j'ai pris l'habitude de fonctionner seule. Donc maintenant, j'ai très envie d'être seule. Mais pendant des années, j'avais pas envie d'être seule. Ou en tout cas, je pensais ne pas vouloir être seule. Ou je pensais que c'était pas OK d'être seule. Et je pensais que être seule, ça allait me rendre folle et que du coup, en fait, ça a augmenté le stress de la solitude. Je m'explique. Oui, moi, je considère que l'expression de mon trouble borderline m'a extrêmement isolée, principalement du fait de mon impulsivité. Voilà, avec mes amis, ce qui a été vraiment le déclencheur des ruptures amicales, des éloignements des gens, c'était l'impulsivité par message. C'était quand je commençais à envoyer 10 messages, 10 pavés, parce que j'étais stressée et qu'en fait, je prenais pas le recul. J'étais en conscience émotionnelle, 100%. Donc ça m'a vraiment beaucoup isolée parce que
Parce qu'en fait, j'ai pu avoir des réactions qui n'étaient pas entendables par les autres. Typiquement, je sais pas, mais il n'y a pas eu que l'impulsivité, hein. Il y a plein d'autres facteurs. Mais il y a eu l'impulsivité et puis il y a eu aussi cette hypersensibilité qui allait faire que, en fait, qui envahissait toute ma vie, qui faisait que j'étais dans un état très compliqué souvent et que ça devenait de plus en plus dur de faire du passing social, c'est-à-dire de me suradapter et de faire comme si j'étais à l'aise en contexte social. En fait, plus le trouble avançait, plus j'étais très anxieuse en contexte social. Et ça, c'était pas très compatible avec une vie étudiante, encore plus en école de commerce. Typiquement, je commençais à voir que dès que je consommais de l'alcool, pourtant j'en ai consommé très peu, ça vrillait. C'est-à-dire que moi, l'alcool triste, cette notion d'alcool triste, je la comprenais pas parce que j'étais en mode, oui, j'ai de l'alcool triste, mais tout le monde n'a pas l'alcool triste. Enfin, moi, je bois, je pleure. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, dès que je buvais un verre, j'étais ingérable, en fait, dans ma tête. J'avais des pensées hyper sombres, machin. Enfin, en fait, c'était pas possible de passer une soirée avec des gens qui commençaient à boire et moi, je pouvais pas boire et du coup, après, j'étais fatiguée. Donc, en fait, très vite, il y avait un truc d'anxiété, il y avait des pensées sombres qui survenaient dans des contextes festifs. Voilà, le fait de devoir faire la fête à un moment donné, donc tout ce qui est fête obligatoire, type fête de fin d'année, Noël, Nouvel An, anniversaire, moi ça me rendait hyper anxieuse parce que j'étais en mode, je n'arrive pas à mettre mon cerveau en mode fête quand vous me le demandez. Moi parfois je vais être en mode fête, genre dans la voiture à 13h parce que j'ai appris une nouvelle qui me fait du bien et les gens seront pas au rendez-vous. Mais je peux pas faire la fête quand vous me le demandez. Donc déjà, ça, c'était mort. Je trouve que c'est un peu l'injonction au bonheur. Genre, tu dois être heureuse pour ton anniversaire. Tu dois être heureuse parce que c'est Noël ou autre fête religieuse. Mais là, c'est un moment festif et donc tu dois. Complètement. Et en fait, en école de commerce, il y avait de la fête tous les soirs. Et donc, en fait, moi, je pouvais pas. Enfin, en fait, du coup, j'ai très vite arrêté d'aller aux fêtes. J'arrivais pas à avoir du small talk. Donc le small talk, c'est ce qu'on appelle, quand on vient de rencontrer des gens, des conversations légères. En fait, moi, j'avais ce besoin d'intensité. Je sais pas si c'est forcément lié au trouble, mais en tout cas, très vite, moi, ça m'a isolée des gens parce que pour faire connaissance aux gens, avec les gens, je ne supportais pas de passer par les questions de comment ça va, tu fais quoi dans la vie, ou en fait, la couche superficielle, moi, ça me provoquait beaucoup d'angoisse. Cette fameuse question de « tu fais quoi dans la vie ?» ça m'a toujours provoqué de l'angoisse. J'ai jamais su vraiment quoi répondre à cette question. Je voyais très bien que c'était réducteur et que je voulais pas raconter mes études ou que je me réduisais pas que à un truc. Je sentais qu'il y avait un décalage entre ma manière d'apprivoiser les relations humaines et la manière socialement attendue. Voilà, socialement attendue. Je sentais qu'il y avait un décalage. Et gérer ce décalage me demandait beaucoup d'énergie, de plus en plus d'énergie. Voilà. Et vraiment, je vais être très, très claire. Et c'est ma psychologue qui me suit actuellement qui le dit. Elle estime que une des grandes manifestations de mon trouble à moi, borderline, c'est la tristesse. Moi, j'étais très triste, très souvent. Et en fait, moi, j'arrivais pas à le masquer. Enfin, au bout d'un moment, en fait, j'étais déprimée, quoi, en fait. En fait, j'étais très souvent déprimée. Et tout bêtement, ça, c'est pas compatible avec sortir avec des amis en contexte festif. Je leur rappelle le contexte festif, mais même, je sais pas, par exemple, des amis qui vont me proposer un plan pour aller au cinéma, je sais pas, je suis déprimée, j'ai pas envie d'y aller. En fait, j'ai jamais envie. Donc, au bout d'un moment, les liens se délitent. Enfin, en fait, c'est tout naturellement aussi que si on n'a pas des amis hyper proches qui comprennent absolument ce qu'on traverse, qui ont la disponibilité d'esprit pour prendre soin de nous, enfin, c'est complexe aussi. On peut pas demander à des gens qui ont 20 ans, qui aussi, eux aussi se découvrent, qui eux aussi ont des problèmes, d'être aux petits soins avec une personne qui est malade mais qui ne sait pas qu'elle est malade. Enfin voilà, il y avait ce truc de j'étais malade mais je le savais pas. Je sentais que j'étais malade mais les autres le savaient pas. Donc il y avait ce truc-là très compliqué. Moi, je vais être vraiment très claire. Pour moi, la solitude, ça se manifeste par... j'ai 25 ans, j'ai grandi à Paris. Moi, un samedi soir, aujourd'hui, à Paris, j'ai rien de prévu, quoi. Et ça peut paraître... Ça va, il y a plus grave dans la vie. Mais pendant très, très longtemps, moi, le samedi soir, sans plan, ça me crevait le cœur. Parce qu'en fait, je me disais... Ok, j'ai 22 ans, j'en ai 25. J'ai 22 ans. Les gens de mon âge, normalement... avec ma chance, avec mon parcours qui aurait fait que j'aurais dû avoir une bande d'amis, voire 3 bandes d'amis, j'aurais forcément eu un week-end, un barbecue, un anniversaire, un verre. J'ai rien de tout ça. Ça me rend dingue. Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais de mon samedi soir ?
je ne sais pas quoi. En fait, je me sentais très, très démunie par cette solitude. Vraiment, c'était un truc physique de qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mon corps. Voilà, donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je suis passée par le diagnostic et la thérapie et des thérapies qui m'ont donné des outils pour aussi gérer qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de ce corps, qu'est-ce que je fais du temps qui passe. Mais quand j'avais pas ces outils-là, très vite, ça allait en crise, en fait. Ça allait en crise de désespoir, en crise de pleurs. Est-ce que le fait d'être une personne isolée, t'as l'impression que t'existes pas dans la société, enfin, dans le sens où ma question c'est est-ce que les autres ça te donne une consistance? Oui, alors je pense qu'avant mon diagnostic et quand j'étais voilà, dans ce trouble-là, au plus profond du trouble, je pense que c'était pour les mauvaises raisons, entre guillemets, c'est-à-dire sans les autres j'existe pas, parce que j'arrivais pas à voir ma valeur, à avoir une estime de moi correcte et à me percevoir en tant qu'individu suffisant. Mais on va pas se mentir, on a aussi besoin des autres, sainement. Et donc maintenant, je le perçois plus comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'être actrice, c'est que j'ai envie de laisser une trace, tout bêtement, sur un écran. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu tellement la sensation d'être invisibilisée et la peur de mourir ou la peur de vieillir, parce qu'il y a aussi ce truc de la jeunesse qui passe, et il y a eu beaucoup cette pression aussi des plus belles années de ta vie, machin. Je suis en mode, j'espère que c'est pas les plus belles années de ma vie, parce que franchement, j'étais malade, compliqué. Et ce truc de, oh là là, c'est dommage, j'ai 25 ans, personne le voit. Enfin, là, récemment, j'ai beaucoup eu ce truc de me prendre en photo, parce que pendant des années, je me suis pas prise en photo, et je me suis dit, il faut absolument que les gens voient mon visage de quand je suis jeune, quand je suis jolie, parce que ça va partir et ça disparaîtra et cette idée m'est insupportable. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'être actrice et une des raisons pour lesquelles j'ai ce besoin vraiment vital en fait de m'exprimer, de prendre un peu la place, hein, que ce soit sur scène, que ce soit en chantant, que ce soit en m'exprimant sur ce podcast, que ce soit en faisant des films, c'est que j'ai envie de montrer aux gens que je suis là. Et de laisser une trace matérielle, en fait, de mon existence. Maintenant, ce rapport aux autres, il est quand même plus sain. Il n'est pas j'ai besoin de ma dose ce soir, d'avoir un pot à pot pour exister, c'est moins ça. C'est plus je sais que j'ai des choses intéressantes à dire, je sais que je suis une personne chouette, et j'ai hâte de trouver les personnes adéquates. Et c'est vrai que ça met du temps, quoi. Je suis en mode, bon, où elles sont les personnes adéquates? Voilà. C'est plus ça. Parenthèse, bon, dans tous les cas, j'allais te poser des questions sur l'aspect comédienne et on va en venir. Mais je suis trop contente que tu parles de ça parce que, pour être tout à fait honnête, moi, je pense que l'aspect conférence j'ai besoin d'être entendue plus que tout, je sais très bien d'où c'est né. C'est né parce que j'ai été sédatée de façon si forte dans les hôpitaux psychiatriques et que j'ai perdu ma voix. Et il y a eu un truc de plus jamais, parce que je trouve que quand tu perds quelque chose, après, je pense que j'ai surcorrigé ce truc avec l'aspect conférencière. J'ai besoin d'être entendue et je sens que c'est très fort pour moi, tout comme toi, c'est besoin d'être vue, d'être reconnue. Et entendue aussi, en vrai. Ouais. Voilà, moi je pense que c'est pas anodin que je fasse un podcast. Non, mais complètement. Mais je pense que, enfin tu vois, j'apprécie ta sincérité, ton honnêteté là-dessus, parce que je trouve qu'il y a très peu de gens qui sont, par exemple, l'aspect réseaux sociaux. Je pense que c'est évident que sur les réseaux sociaux, on cherche la validation d'autrui. Moi, si j'ai pas des likes, je suis triste. Bien sûr. Enfin, tu vois. Et je pense que c'est, enfin. Genre autant moi j'ai aucune honte à dire pourquoi c'est important de faire des conférences au-delà de l'aspect militant et tout, mais plus mes motivations personnelles et tout, parce que je trouve qu'il y a très peu de gens qui ont la sincérité de dire réellement pourquoi c'est important d'être vu, entendu, reconnu, et que en fait faut quand même qu'on parle de cet aspect sociétal et d'intégration qui est pas évidente, et on trouve nos moyens, etc. Bon bref. Petite parenthèse, quand tu étais dans cette période-là avec les stratégies, les émotions, etc., est-ce que tu arrivais à
peut-être pas verbaliser tes besoins, mais à conscientiser le fait qu'il y avait des besoins derrière, ou pas? Ou vraiment genre? Je réfléchis, c'est une très bonne question. Alors, clairement, il y avait un besoin urgent à court terme. En tout cas, Ouais. tu l'as verbalisé, dans le sens où t'avais besoin de peau à peau, t'avais besoin de... Enfin, tu vois. Mais est-ce qu'à ce moment-là, t'arrivais à mettre les mots dessus? Est-ce que t'arrivais à conscientiser le besoin qu'il y avait derrière les comportements? Ou pas? Plus ou moins. Je sentais bien que quand je me mettais sur une application où les gens, ils cherchent à consommer de la sexualité, parce que c'est principalement ça, sur beaucoup d'applis, je sentais bien que j'étais en décalage aussi avec ça. Mais que c'était un moindre mal. En fait, ce que je cherchais, c'était pas disponible. Et du coup, j'avais beaucoup ce truc d'essayer de convaincre, de rallier des gens à ma cause. C'est-à-dire, oui, je sais que t'es là pour le sexe, mais viens, on se fait quand même un peu des câlins. Donc, j'avais conscience que ce dont j'avais besoin, c'était pas c'était pas ce qui était offert. Mais pour autant, le verbaliser... Mais je le verbalisais pas pour autant. Okay. Je m'adaptais, je disais oui, moi aussi, j'ai envie de sexualité, alors qu'en fait, ce dont j'avais besoin, c'était pas de la sexualité. Mais c'était pas très clair pour moi. En fait, c'était vraiment de l'ordre de la survie. Ouais. C'était vraiment genre, ce samedi soir, pour exister, et ne pas faire une crise d'effondrement. Je vais coucher avec quelqu'un parce que c'est ce qu'il me proposait là. Et comme j'ai pas d'amis, ok. Enfin, en fait, c'était vraiment ce truc de réalité de... tu veux faire une rencontre, tu peux faire une rencontre. Par contre, ce sera pas la rencontre qui te fera du bien, hein, mais... Est-ce que t'as une alternative? J'en avais pas, donc je faisais ça. Merci de parler des alternatives. Du coup, est-ce qu'on peut parler de l'après-enfer? Ouais, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, du coup, on a un état des lieux de la situation, du chemin, etc. À partir de quand ça a commencé à s'améliorer? Quelle solution, toi, t'as trouvé? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ouais. Alors... Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, ce diagnostic qui a été fait en mai 2023, il me semble genre le 30 mai, 31, je sais pas si je dis des bêtises, ça a vraiment été un électrochoc. Parce que même si j'avais pas compris ce que m'a dit le monsieur le psychiatre, j'osais pas demander, machin, j'avais quand même un papier d'un hôpital public renommé, machin, etc., qui me disait que j'avais une pathologie, que c'était traitable, que c'était sérieux, qu'on pouvait avoir une prise en charge, que j'allais pouvoir entamer des démarches pour des soins qui étaient adaptés à ce que j'avais. Ce qui était cruellement, du coup, ce qui faisait cruellement défaut jusqu'à présent. Et donc, à partir de là, je pense que c'est opéré dans ma tête un truc de... Je vais pouvoir m'en sortir. Parce que je me rappelle que quand même, les mois qui ont précédé ce diagnostic, j'étais dans une dépression très sévère, où j'étais vraiment dans un truc de... Là, ça va être compliqué de continuer à vivre. Il y avait vraiment cette idée-là qui était très prégnante. J'étais en stage, j'étais complètement dissociée pendant mon stage. Je me rendais pas compte que c'était de la dissociation à l'époque, je savais pas ce que c'était de la dissociation. J'ai fait un arrêt maladie, j'ai été mise en arrêt maladie, enfin c'était complètement très très dur. Et je commençais à voir que j'étais un peu en perte de force, d'énergie pour rebondir en fait. Parce qu'il y a un truc chez moi, et c'est pas du tout, faut pas que ce soit mal pris ce que je veux dire, parce que peut-être que je vais pas le dire de manière très à droite. Mais je pense que le fait que je n'ai jamais commis de tentative de suicide, ça veut pas dire que j'étais plus forte que quelqu'un d'autre ou que je souffrais moins. Mais je pense qu'il y a juste ce truc chez moi d'une certaine limite de on dépasse pas et d'élan vital, mais qui n'est pas dû à ma force, qui est juste dû à ma personnalité ou à la manière dont je suis conçue, j'en sais rien, où j'ai un élan vital à un moment donné. Et je sentais que cet élan vital, il commençait à s'affaiblir les mois précédant le diagnostic. Et donc, ce diagnostic, pour moi, même si j'ai été un peu abattue par ce truc de « oh là là, je suis pas bipolaire », je me suis sentie invalidée à ce moment-là. Il y a eu ce truc de « ok, il y a l'hôpital public, machin, qui me prend au sérieux.
À partir de là, on va y aller. Et en fait, par contre, c'était très solitaire. C'est-à-dire que je commençais à vraiment, ma mère, je crois qu'elle comprenait rien. Moi-même, je comprenais rien. Donc, je faisais mes petites recherches tranquilles sur Internet. J'ai annoncé à ma famille un peu coming out. J'étais un peu contente. Ouais, en fait, vous savez, j'ai ça, machin. La réaction de ma famille et même des proches a été assez molle. Dans le sens où les gens comprenaient pas, en fait. Il y avait ce truc de, ok, t'as un truc, mais on sait pas ce que c'est. On va pas non plus aller s'embêter à chercher. Bon, voilà, un podcast par-ci, un article par-là, et puis les gens ont estimé qu'ils avaient tout compris à la vie, tout compris à mon trouble, loin de là, bon bref. Mais moi, je me suis mise dans une dynamique où j'étais déterminée. J'étais en mode, ok, je sais que je vais m'en sortir. Là, ça va mal, là. Je sais que les gens ils disent ce qu'ils veulent, machin, mais moi, je sais qu'il y a une voie de sortie. Voilà, il y a eu ce truc qui s'est enclenché. Donc, bon, juste après le diagnostic, j'ai dû partir en stage à Barcelone pour valider mon diplôme. Donc là, franchement, je vous cache pas que partir à l'étranger, en plein trouble borderline, sans remède, sans ni médicaments, sans psychothérapie, c'était vraiment pas forcément facile. Parenthèse, diplôme de ? Du coup, de mon école de commerce. Ok. Du coup, voilà, d'un master en management. Donc Barcelone, c'était très dur, voilà, et c'est là aussi où les gens comprennent pas. Les gens, tu leur dis ouais, j'ai ce trouble psy, mais ils te demandent alors c'est comment Barcelone, tu t'es éclaté, et toi tu leur dis bah non, du coup, enfin, j'étais au bout de ma vie. Mais les gens ils comprennent pas, pour eux c'est Barcelone, c'est l'été, enfin bon bref. Ça c'est un autre sujet. C'est si vrai. C'est si dur, franchement. Petite parenthèse, quand on va pas bien, parce que moi j'ai fait la stratégie de je ne vais pas bien, je pars dans un pays étranger et tous mes problèmes vont. Ils disparaissent pas dans la valise, merde, putain. Et puis en fait, je vais mal, mais juste ailleurs, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'était dur et tout, mais j'avais quand même dans un coin de ma tête, même si c'était très dur, en fait, il y a rien qui allait mieux. Enfin, je continuais à avoir les mêmes crises, je continuais à aller vraiment pas bien. Par contre, il y avait dans un coin de ma tête, Anna, t'es pas abandonnée. Oui, il y avait ce truc de l'abandon, de la peur de l'abandon. Là, il y avait quand même ce compte-rendu de diagnostic de l'hôpital que je pouvais brandir pour demander une prise en charge de thérapeutique, que je pouvais, en fait... Il y avait ce truc de... Il y a quelqu'un sur Terre qui sait ce que j'ai, qui l'a mis sur papier. Ouais. Et cette idée de la trace, en fait. Il y a une trace. Une reconnaissance voilà. aussi. Et ça m'a aidé à tenir les mois d'été suffocants à Barcelone où je devais être en stage dans une entreprise, bref. Et donc, ce qui était difficile, c'est que du coup, je cherchais une prise en charge. Je me rappelle, j'avais même cherché une prise en charge à Barcelone, spécialisée dans le trouble borderline, mais bon, moi, j'étais française, donc ça marchait pas. Et puis, ça coûtait beaucoup d'argent, machin, et donc c'était galère. Dans le même temps, j'avais vu une psychiatre qui m'avait donné un régulateur d'humeur, qui m'avait mise complètement à plat. J'avais même fait un malaise à un moment donné. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces médicaments qui me conviennent pas du tout, donc j'avais arrêté. Enfin bref, c'était très compliqué. Et au retour de Barcelone, j'ai, grâce à un annuaire, pour trouver des professionnels de santé spécialisés dans le trouble borderline, de l'AFTPB, du coup l'annuaire de l'AFTPB, bon, la personne que j'avais contactée n'avait plus de place dans son répertoire, mais elle m'a recommandé à une collègue à elle. Et donc j'ai pu avoir très rapidement une prise en charge par une psychologue, du coup en libéral, mais qui avait été psychologue clinicienne et qui était spécialisée dans ce trouble-là. Et là, j'ai pu commencer la thérapie comportementale et dialectique, donc de Marshall Linehan. Et là, ça a commencé à être la sortie de l'enfer. Parce que j'étais prise en charge. Donc déjà, une prise en charge, c'est quand même mieux que rien. Et surtout, c'était adapté à ce que j'avais, en fait. Et c'était une professionnelle de santé qui savait ce que j'avais et qui me croyait et qui m'invalidait pas et qui... Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cette thérapie pour qu'on arrive un peu à savoir ? Moi, je pense que, premièrement, c'est l'aspect psychologique, placebo, pas forcément placebo, mais de savoir que je suis prise en charge par une psychologue spécialisée par mon trouble, que mon trouble n'est pas une fatalité dans le sens où les chiffres montrent qu'on peut aller mieux grâce à la psychothérapie, que c'est une thérapie qui a fait ses preuves, même s'il y en a d'autres, même si ça convient pas forcément à tout le monde, etc., que c'est vraiment un outil qui vaut le coup. En fait, déjà savoir ça, que en gros, genre 1 an auparavant, je suis en dépression sévère, que je suis dans une errance médicale, je suis à bout de force, et que là maintenant, je suis dans un dispositif de prise en charge, déjà ça... C'est soulageant.
ça m'a aidé à aller mieux. Voilà. Et ensuite, je pense que ce qui m'a aidé vraiment, c'est qu'au tout début aussi de la thérapie comportementale et dialectique, il y a une partie psychoéducation où en fait la thérapeute, et nous aussi, c'est un partenariat, enfin, voilà, c'est pas la thérapeute qui nous dit et nous on écoute, on explique ce que c'est. On explique ce qui nous arrive en fait. Et mine de rien, mettre des mots sur qu'est-ce que j'ai, voir en face quelqu'un qui s'y connaît presque mieux que moi sur ce que j'ai, et qui est hyper à l'aise de dire oui, mais ce que vous me décrivez là, c'est de la dissociation. En fait, c'est un des symptômes. En fait, voir que toute ma vie avait été impactée par le trouble, ça a à la fois eu un effet dépresseur sur moi, donc dépresseur, mais aussi trop positif de en fait, c'est ciblé, donc on peut travailler dessus. Cette thérapie propose des solutions pour chaque symptôme, donc je me suis dit, waouh, l'ampleur des symptômes et l'ampleur des dégâts, entre guillemets, que ça a dans ma vie, c'est très gros. Et en même temps, c'est trop bien que toute ma vie soit dépendante, entre guillemets, j'exagère un peu, mais de mon trouble, parce que du coup, ça veut dire que il y a des potentialités d'aller mieux dans plein de domaines de ma vie. Et ça, c'était encourageant. Voilà. Et puis après, donc, on a mis en place petit à petit, exercice par exercice, la validation de l'émotion, voilà, c'est un truc peut-être bête à dire, mais en fait, t'es triste ? Ouais, mais en fait, quand t'as grandi avec des gens qui te disaient pourquoi t'es triste, t'as pas à être triste, qu'une thérapeute te dise oui, vous êtes triste là, c'est normal d'être triste. Par contre, on va essayer de faire que cette tristesse, elle ne vous envahisse pas. Par contre, c'est ok d'être triste. Rien que ça, oui, d'accord, c'est ok d'être triste. J'ai le droit d'être triste alors, tout va bien. Donc il y avait aussi ce truc-là de revenir aux bases, d'accepter l'émotion et d'arrêter de s'auto-flageller dès que j'avais une émotion dite négative. Parce que c'était le cas, en fait. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de choses qui t'ont vraiment aidé et qui ont été... Ouais. J'ai game changer en... Je sais pas comment on dit. Ouais, game changer. Comme tout, faut être prudent parce que c'est pas la thérapie comportementale dialectique ou tout autre outil n'est pas magique et requiert, je tiens à le dire, en tout cas de mon expérience, moi j'ai le sentiment d'avoir beaucoup, et je suis encore dans le processus de rétablissement, je suis pas rétablie, d'avoir beaucoup morflé. Oui. Je le dis, c'est pas du tout pour décourager les gens, au contraire. Juste, par contre, en fait, la thérapie, ok, par exemple, il y a des PDF à lire, mais par contre, si on fait pas les exercices, ou si on se dit pas... c'est complexe. Mais c'est du travail. Comment dire ? Il n'y a pas eu de trucs qui ont été magiques, en tout cas à court terme. Par contre, il y a des choses qui vont se débloquer, peut-être, je sais pas, 6 mois après avoir arrêté la thérapie. Il y a des choses où on va constater, tiens, je suis moins stressée. Tiens, je suis plus relaxe parce que inconsciemment, machinalement, j'ai commencé à mettre en place l'outil, je sais pas, d'observation de mon environnement. Voilà. En fait, c'est pour ça que je te pose cette question de est-ce que tu pourrais un peu décrire certaines pratiques qui t'ont aidé, etc. Complètement. Parce qu'en fait, j'aimerais éviter l'effet solution miracle. Complètement. Parce que moi, perso, je l'ai vécu dans ma propre thérapie. Ce truc de si la solution miracle ne fonctionne pas, c'est que je suis foutue. Alors qu'en réalité, il y a une multitude de solutions. C'est très pluriel. Je te rejoins, moi, dans toutes mes conférences et tout, à aucun moment j'ai dit que c'était facile. Oui. Il y a quand même ce truc de, on est vraiment en train, parce que je pense que auditeurs, auditrices, enfin surtout les proches, c'est important de comprendre qu'on est vraiment en train de refaire les branchements de notre personnalité, de faire de la restructuration cognitive sur des schémas qui sont super solidement ancrés. Oui. Et que c'est vraiment un travail de répétition, c'est vraiment un travail... moi, je me suis cassé la gueule. À chaque fois, je me suis cassé la gueule. On va jamais y arriver. Combien de fois j'ai essayé de convaincre les blouses blanches que j'étais foutue et que j'avais un cas désespéré et que, en fait, vous perdez votre temps avec moi. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses comme ça. C'est pour ça que je te pose ces questions. Est-ce que tu pourrais un peu plus détailler ce qui, toi, t'a aidé ? Complètement. Honnêtement,
Maintenant que j'ai un peu de recul, parce que du coup, juste pour resituer, moi j'ai fait la thérapie une première fois avec ma psychologue individuellement en libéral, principalement à distance, parce qu'après moi je suis partie en Espagne, enfin bref, donc je suis repartie en Espagne, à Madrid, bref. Et donc j'étais à distance avec elle, etc. Et ensuite, dans l'attente, parce que ça a mis 1 an d'avoir une place en thérapie de groupe à l'hôpital public, j'ai refait la TCD en thérapie de groupe à l'hôpital public cette année. Et je pense que la combinaison des deux, de toute façon, ma psychologue m'a dit que cette thérapie, elle était faite pour être reproduite, et notamment d'abord en individuel, ou c'est pas grave si on fait l'inverse, mais en individuel et en collectif. C'est pas les mêmes choses qui m'ont été utiles dans les 2 cas, enfin voilà. Honnêtement, c'est très intéressant ce processus de transformation au cours de la thérapie, d'aller mieux. Dès que j'ai commencé la thérapie, ça allait mieux. Ensuite, évidemment qu'il y a des rechutes, évidemment qu'il y a des trucs où en fait, tu travailles une compétence, mais il y a 10 autres compétences que t'as pas encore travaillées, donc en fait, forcément que ça va pas. Mais ça va un peu mieux déjà sur ça. Et le temps que ça aille mieux sur tout le reste, il faut être patient. Moi, je pense que concrètement, ce qui m'a déjà aidé, c'est de savoir que moi, ça a fonctionné avec moi aussi. Enfin, je dis pas que ça a fonctionné à merveille, ou enfin, je pense que d'autres thérapies pourraient aussi venir être en complément. Mais moi, ça m'a déjà aidé de me dire, ok, c'est une thérapie scolaire, organisée, il y a 4 modules, et on estime qu'au bout de ces 4 modules-là, quand même, on a fait un peu le tour. Alors après, c'est très très riche, il y a plein d'exercices, plein de compétences, etc. Mais déjà, ça m'a aidé de me dire, ok, c'est compartimenté, on va commencer par ça, on va voir ce que ça donne, ensuite on va venir ajouter de l'aide, on va venir compléter certains trucs. Ça m'a aidé que ce soit organisé, en fait, comme thérapie. Moi, ça m'a aidé. Voilà, donc la pleine conscience, ça m'a aidé. Prendre conscience que j'étais en train de vivre telle émotion parce que je m'étais dit ça avant dans ma tête. En fait, écrire le fil des pensées, le comportement problème, les facteurs de vulnérabilité, en fait, décortiquer. En fait, voilà, apprendre, voilà. Parce qu'en fait, moi, j'étais persuadée, et beaucoup de gens, pas tous, hein, mais sont persuadés que quand on a une crise ou quoi, ça vient d'un coup. Et en fait, ce qu'on apprend dans la thérapie, notamment pour le trouble borderline, c'est que souvent, il y a une sorte de petite suite de choses qui nous font chier, hein, et qui finissent par nous faire exploser. Et en fait, découvrir qu'on peut décortiquer ça, et donc qu'on peut agir en amont sur la chaîne d'événements et la chaîne de pensée et la chaîne de comportement qui nous mène à une crise, c'est super. Parce que ça nous redonne du pouvoir d'agir sur « Ok, mais c'est parce que j'ai mal dormi cette nuit-là. Peut-être que la prochaine fois que j'ai pas assez de sommeil, j'irai pas prendre un verre. Et du coup, comme ça, j'ai... » En fait... Et ça nous déploie plein de possibilités. Donc ça a été vraiment révélateur pour moi. Le fait de pouvoir décortiquer les choses inconfortables en petits morceaux. Et de pouvoir travailler petit morceau par petit morceau. Voilà. Oui. Dans le sens où moi, je trouve que borderline, c'est quand même très logique. Dans le sens où on a l'impression que ça sort de nulle part, que ça vient de... Voilà, comme ça. Et moi, j'avais envie que ça sorte de nulle part. Ça m'a énervé et je le dis, hein, ça m'a énervé de reconnaître qu'il fallait que ce soit logique et que c'était logique. Ouais. Mais en fait, on peut complètement, quand il y a une crise, voir quels ont été les facteurs déclencheurs, qu'est-ce qui a fait que... Voilà. Et moi, personnellement, je trouve ça hyper rassurant, le fait de se dire que borderline, il y a toujours des déclencheurs, une raison à pourquoi on agit de telle ou telle façon. Et en fait, on peut complètement agir sur ce genre de choses. Et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de situations de détresse qui, en réalité, c'est quand même quelque chose de... En fait, on n'est pas outillé. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire, de se dire, là, la situation, peut-être qu'elle est hyper chaotique, peut-être que intérieurement c'est vraiment une souffrance qui est insoutenable, mais en tout cas, sachez que quand on est outillé, quand on a un accompagnement spécifique, en fait, c'est des choses qui s'apprennent. Vraiment. C'est pour ça qu'on parle de compétences. Et ça se travaille. Et au début, moi, je comprenais pas et je voulais pas l'accepter, et en fait, maintenant, je comprends. Ouais. Malheureusement, on arrive sur la fin de ce podcast. J'avoue que je suis un peu frustrée parce que j'aurais bien aimé avoir plus de temps avec toi. Moi aussi. Globalement, si tu veux que les auditeurs, auditrices retiennent un message de tout notre échange, s'il y a un truc à retenir, t'aimerais que ce soit quoi ? Vraiment l'espoir. Parce que moi, j'avais vraiment perdu espoir. Et quand j'ai eu le diagnostic et quand j'ai compris
que j'avais accès à des prises en charge, notamment en France, gratuites, même s'il y a des listes d'attente, etc., il y a un truc de force de vie et d'envie de vivre qui est revenu. Et je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible d'avoir de nouveau la niaque, envie de faire des projets, envie d'avancer, envie de faire des choses, envie de vivre, envie de s'amuser, envie de... Voilà. Et c'est assez impressionnant et parfois ça me fait presque peur, cette envie de vivre que j'ai. Je suis en mode, oula, qu'est-ce qui se passe ? Et vraiment, c'est le message d'espoir et le message de... Si vous sentez que ça va pas, les amis, c'est que ça va pas. Lâchez pas l'affaire jusqu'à trouver un professionnel de santé qui vous écoutera. Il y en a. Et vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, il y a le compte d'Abigail sur les réseaux sociaux. Il y a les ressources qu'elle propose qui sont super efficaces et super adéquates. Il y a des lignes d'écoute. Il y a la Maison Perchée. Il y a des associations. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour justement vous sortir de l'isolement. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à poser des questions. Et à aller consulter. Voilà. Et l'importance du diagnostic aussi. Et l'importance des thérapies. Et que les gens soient formés de plus en plus à des thérapies spécialisées sur le trouble borderline. Voilà. Oui. Moi, mon petit message perso, c'est si vous êtes des professionnels de santé, formez-vous aux thérapies parce que, l'air de rien, on est une population en psychiatrie déjà très présente, très en détresse évidemment, mais surtout, je trouve ça hyper gratifiant d'être dans l'accompagnement des personnes borderline parce qu'en fait, quand on voit que les outils se mettent en place, en fait, on voit une évolution. Enfin, je trouve ça hyper gratifiant de voir l'évolution que certaines prennent, etc. Donc, on a besoin de professionnels qui soient formés. Comment tu t'es sentie ? Est-ce que bien, mais j'ai encore 1000 choses à dire et je suis sûre qu'on pourra poursuivre cette discussion, que ce soit ici ou dans un autre contexte. Et j'aimerais bien approfondir certains points. Ouais, je sais. Et voilà, mais merci beaucoup de me donner cette occasion de parler et pour cette plateforme super qui est ton podcast et pour ta bienveillance, ton écoute, voilà, c'était super chouette. Merci à toi de nous avoir livré une partie de ta vie aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous suivent, alors je suis toujours très sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, vous abonner pour être averti d'une prochaine sortie. Et puis voilà, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.